J'ai une confession à faire. J'aime la France. Ça devient d'ailleurs de plus en plus difficile de l'avouer depuis juillet 2018, mais j'y peux rien. J'aime la France. J'aime sa culture, son histoire, sa géographie, sa littérature, sa cuisine, ses émissions de télévision. Une erreur s'est glissée parmi ces affirmations, pourrez-vous la détecter? Je suis même pas dérangé quand les Français m'expliquent que la France est un phare qui illumine le monde et qui a apporté les lumières et les droits de l'homme au monde entier. Même cette demi-finale, j'estime qu'ils l'ont gagnée à la loyale. Allez les diables! Faut aller chercher ce ballon, faut le balancer. Enfin, presque. J'aime la France, mais on aurait bien des raisons de leur en vouloir, car les Français nous ont envahis. Et je ne parle pas seulement des étudiants en médecine et en kiné qui tombent amoureux de Bruxelles chaque année, ou même des exilés fiscaux. Je veux rien dire, le climat il est peut-être pas très sympa ici, mais la bière elle est carrément moins chère qu'à Paris. En plus, ils sont hyper sympas les gens ici, à Bruxelles. Il faut dire ce qui est, Bruxelles ne serait pas la même sans nos voisins du Sud. Et littéralement d'ailleurs, puisqu'ils ont rasé la ville quasiment intégralement en 1695. Enfin, en 1695. Nous sommes donc en 1695 et une fois de plus, la guerre ravage l'Europe. Pour contrer l'expansion territoriale française, une large coalition s'est formée, la Ligue d'Augsbourg, rassemblant le roi d'Angleterre, le stadhouder des Pays-Bas, le roi de Suède et plusieurs princes électeurs, parmi lesquels Maximilien Emmanuel de Bavière, gouverneur des Pays-Bas espagnols, dont la capitale est Bruxelles. La France de Louis XIV est en mauvaise posture. La marine anglaise ne cesse de bombarder les ports français et les armées de la Ligue ont assiégé Namur, où sont retranchés plus de 15 000 soldats français. François de Neuville, duc de Villeroy, ami personnel du roi Soleil et à la tête de l'armée du Nord, échafaude alors un plan pour forcer les armées de la Ligue à abandonner Namur. L'idée est simple, bombarder Bruxelles. Alors déjà, c'est plus facile de s'en prendre à des populations civiles que d'affronter une armée, et deuxièmement, ce coup d'éclat lui permettrait de faire oublier ses récentes déconvenues militaires. Apparemment, le duc de Villeroy n'était pas réputé pour être le plus brillant des stratèges. Il paraît qu'on l'appelait le Domenech de l'artillerie. C'est donc sans discrétion que l'armée française marche sur Bruxelles et installe sur les hauteurs en face de la porte de Flandre pas moins de 12 canons et 25 mortiers. Et le 13 août 1695, vers 19h, ouvre le feu, se servant de la flèche de l'hôtel de ville pour ajuster les tirs. En 48 heures, plus de 3000 bombes et 1200 boulets dévastent littéralement le centre-ville. Le feu se propage à grande vitesse, attisé par le vent. La Grand Place et toutes les rues avoisinantes s'embrasent. C'est le chaos. Plus de 4000 édifices sont détruits. On estime qu'environ un tiers de la ville a disparu. Si le bombardement ne fait pas énormément de victimes, le désastre est quant à lui total sur le plan économique et culturel. D'innombrables œuvres d'art disparaissent, en même temps que les archives de la ville, emportées par les flammes. Diplomatiquement, le bombardement coûte cher à la France. Partout en Europe, il est unanimement condamné. Et quand un mois plus tard, la ville de Namur tombe aux mains de la Ligue, l'événement est célébré dans toutes les villes de la coalition. Même Napoléon, qui n'était pourtant pas connu pour son pacifisme, qualifiera ce fait d'armes d'aussi barbare qu'inutile. Mais Bruxelles doit maintenant se relever. Plusieurs mesures politiques sont rapidement prises pour favoriser la reconstruction de la ville, parmi lesquelles l'accès aux ouvriers étrangers à la cité et une limitation des pouvoirs des corporations. Sur le plan urbanistique, il faut maintenant trouver un compromis entre les anciens et les modernes. Un compromis. À Bruxelles. Ça vaut la coupe, hein? Les anciens sont partisans d'un style pignon sur rue, c'est-à-dire des maisons étroites, hautes et profondes, aux façades différentes les unes des autres. Les modernes, quant à eux, prônent des maisons semblables et uniformes,
qui donnerait à la ville une grandeur plus horizontale. C'est de l'affrontement entre ces deux tendances que Bruxelles gagnera sa singularité et une partie de son charme. Les travaux sont menés rapidement et avec une grande efficacité. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu observateur et que vous vous promenez sur la Grand Place, vous remarquerez que bon nombre de bâtiments portent la date de construction, 1697 ou 1698, soit 2 ou 3 ans après le bombardement français. À l'époque, les travaux publics étaient efficaces. C'est dommage qu'ils n'aient pas eu l'idée de construire un RER. On entend parfois dire que la France est un soleil qui illumine le monde. Eh bien, ce n'est pas la seule fois que nous avons vu ces rayons de près, car la Belgique a été pendant presque 20 ans rattachée à la France. Et oui, nous avons été français, de 1795 à 1814. Alors, pas assez longtemps pour qu'on ait envie de chanter et 1, et 2, et 3 0, mais assez longtemps tout de même pour avoir marqué durablement l'histoire de notre pays et de notre capitale en particulier. Si au départ, l'armée révolutionnaire nous promettait l'indépendance, en nous libérant du joug autrichien en 1792, le projet a rapidement évolué pour mener à l'annexion pure et simple de notre territoire en 1795. La Belgique est alors découpée en 9 départements, Bruxelles perdant son statut de capitale, pour devenir le chef-lieu du département de la Dyle, la Dyle étant un affluent de la Seine. Les administrations successives au régime français conserveront ce découpage jusqu'à aujourd'hui en remplaçant le mot département par province. La période française a eu de nombreuses conséquences sur notre pays, parmi lesquelles l'adoption du système métrique, l'adoption d'un nouveau code civil et une forte diminution du pouvoir du clergé. Par ailleurs, l'occupant impose la langue française comme unique langue administrative et judiciaire. Puisque l'on parle de la francisation de Bruxelles, on m'a raconté une anecdote amusante. Alors pour être honnête, je n'ai pas trouvé dans mes recherches une confirmation de son authenticité, donc si vous avez des sources qui peuvent en témoigner ou la réfuter, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ci-dessous. Vous l'avez peut-être déjà remarqué en vous promenant ou en prenant le métro, certains noms de lieux présentent une curiosité linguistique. En effet, tous les noms de lieux portant un double A en néerlandais sont traduits en français tels quels, mais avec AE. La décision aurait été prise pendant la période française par les autorités françaises d'effectuer cette traduction car il n'existe pas de double A en français, alors qu'il existe des double E, et même des triple E, comme dans le participe passé féminin du verbe créer. Créer. Mais, ironie de l'histoire, ces modifications linguistiques apportées par les Français n'ont pas aidé leurs descendants à mieux prononcer les noms belges. Nous nous souvenons de Molenbeek, Schaerbeek, Kim Clijsters, Kevin De Bruyne. Il faut le dire, la prononciation demeure très confuse. Mais peut-on vraiment vouloir à nos amis français d'avoir une idée floue de la Belgique lorsque c'est cette carte du plat pays qu'on leur présente sur TF1 ? Par ailleurs, il règne également en Belgique une certaine confusion au sujet de la France. Rappelons-nous lorsque nous avions demandé à Yves Le Terme, alors futur Premier ministre, de chanter la Brabançonne, l'hymne national belge. La Brabançonne, vous la connaissez ? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... C'est vraiment la Brabançonne, ça. Pardon ? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. Oui, on vit dans un pays où le type qui est sur le point de devenir Premier ministre arrive à se gourer d'hymne national. Magique. Pour terminer, je voudrais dédier cet épisode à tous mes amis français qui sont venus s'installer à Bruxelles, en se disant en arrivant que c'est carrément sympa, et qui maintenant avec leur recul se disent plutôt que c'est tough. Ne laissons pas le football et une poignée de journalistes malveillants du journal L'Équipe abîmer la précieuse et grande amitié franco-belge. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et mettre un petit commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et vous m'avez manqué.